nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la mangrove. Alors, pour un petit mot pour nos spectateurs, pour les internautes. Donc, vous pouvez interagir. On a décidé avec les conférencières que vous puissiez interagir avec le propos tout au fil de la discussion, parce qu'on veut voir ça un peu comme une discussion avec vous. Donc, vous pouvez interagir de trois façons. Soit vous pouvez, avec la petite icône converser, apporter des éléments d'information, par écrit. Soit si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la petite icône lever la main, donc on verra que vous demandez la parole et on pourra activer votre micro à ce moment-là. Ou alors, avec questions-réponses, vous pouvez également poser une question écrite que nous nous chargerons de poser aux conférenciers. Alors, on va commencer pour poser un petit peu le cadre de la discussion de ce matin. Je vais donc laisser la parole à Mélanie Hertemann, qui va nous parler de ce qu'est la mangrove, qu'est-ce que cet écosystème et comment se porte-t-il actuellement. Alors, effectivement, qu'est-ce que la mangrove? Ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a parfois des confusions avec d'autres écosystèmes, notamment comme la forêt lacustre, on pourra y revenir. Mais la mangrove, elle est très bien décrite dans un texte de Patrick Chamoiseau, par exemple, qui dit qu'il est difficile d'admettre que dans ses angoisses de racines, d'ombre moussue, la mangrove puisse être un tel berceau de vie, car elle ne semble appartenir ni à la terre, ni à la mer. Et en fait, dans cette phrase, M. Chamoiseau a exactement retracé et retranscrit toute la complexité de cet écosystème et aussi l'intérêt, enfin, la force de cet écosystème et le besoin qu'on a d'avoir et de protéger cet écosystème pour l'équilibre de l'ensemble des autres écosystèmes. Donc, la mangrove, c'est ça, c'est un écosystème entre la terre et la mer. Je ne vois plus la diapo, on est revenu en arrière, mais ce n'est pas grave, je peux quand même continuer à vous en parler. Sur cette diapositive précédente, on voyait une photo d'un endroit qui s'appelle Tronc-Cochon, ou Petite-Îlet-Grenadine, donc c'est au Vauclin, voilà, et qui montrait vraiment cette continuité des racines, voilà, avec l'eau. Voilà, on peut continuer. Pour dire que la mangrove en Martinique, elle est composée de 4 espèces de palétuviers. On va les citer tout à l'heure, on va les voir en détail. En fait, plus exactement, il y en a 5, mais on dit qu'il y en a 4 espèces principales de palétuviers. Et qu'est-ce qui fait sa spécificité à la mangrove? C'est qu'elle est constituée d'arbres qui sont adaptés à des conditions difficiles, c'est-à-dire substrat instable, manque d'oxygène. On a un substrat qui est faible. Alors donc, voici la répartition. Je disais donc que vraiment la spécificité des mangroves, c'est la salinité. Alors la salinité, elle conditionne la répartition de ces espèces en fonction d'un gradient. Et souvent, on pense que ça va être plus salé en front de mer, alors que c'est l'inverse. Quand on est en front de mer, on a une salinité qui avoisine les 35 pour 1000, c'est un chiffre mondial. Qu'est-ce que ça veut dire 35 pour 1000? C'est 35 mg de sel par litre d'eau. Et donc, en front de mer, on a des espèces qui vont être moins tolérantes au sel que quand on va être en arrière mangrove. Donc là, par exemple, sur ce schéma, on voit très bien qu'en front de mer, sur votre gauche, il y a les palétuviers rouges qu'on connaît le plus. Ce sont les palétuviers qui font ces racines échasses et qui, elles, ces palétuviers ont la particularité d'être forts à l'adaptation des mouvements de la houle. C'est pour ça qu'ils font d'ailleurs ces racines échasses. Et puis, quand on va vers l'arrière mangrove, on a la quantité de sel dans le sol qui va augmenter. Pourquoi? Parce que l'évaporation va faire que l'eau va s'évaporer justement et que le sel va se concentrer dans le sol. Ce qui fait qu'on va avoir des espèces qui vont être le plus adaptées à une salinité élevée, comme par exemple le palétuvier noir. Donc, c'est le troisième que vous voyez en photo. Et le palétuvier noir, ou la Vicenia germinans, pour ceux qui aiment bien les noms scientifiques, il a développé des adaptations particulières pour pouvoir d'abord supporter le sel et supporter les milieux anoxiques, c'est-à-dire en faible contenance d'oxygène. Et on le voit très bien sur la photo. Il développe des pneumatophores, qui sont des sortes d'excroissance racinaire, donc des espèces de tubas qui va pouvoir lui permettre d'échanger l'oxygène avec son milieu. Voilà ce qu'on peut dire sur les espèces. Ce que je disais, c'est qu'il y a ces 4 grandes espèces principales, mais il y en a une autre
de palétuvier, qui est une Avicennia scheriana, qui est en fait un autre palétuvier noir, si on peut dire. Il y a quelques individus qui sont installés sur le territoire en Martinique et en Caraïbes plus généralement, mais la population n'est pas très grande. C'est vrai que de façon générale, on dit qu'il y a 4 espèces de palétuviers en mangrove, mais en réalité, il y en a 5. Vous m'entendez toujours? Alors, il y a une 6e espèce, effectivement, on dit une 6e espèce de palétuvier. C'est en fait un arbre qui se trouve plutôt dans les forêts marécageuses et dans les forêts d'eau douce, qui fait des fleurs plutôt rougeâtres. On le classe pas dans les palétuviers de mangrove parce qu'on le rencontre vraiment dans des zones de forêts marécageuses ou de forêts inondées à eau douce. Alors ici, c'est une diapositive qui présente les plus grandes adaptations des palétuviers. On voit les pneumatophores de plus près. Donc, ce sont des tissus à l'intérieur qui s'appellent aéranchines. C'est-à-dire que ce sont des tissus vraiment qui permettent la circulation des gaz, de l'oxygène notamment. Et quand on touche un pneumatophore, on s'aperçoit qu'il est mou. Alors après, pneumatophore, c'est comme les pneumatiques ou la pneumonie, donc ça vient vraiment d'une racine qui veut dire qu'à l'intérieur, il y a de l'air. Et c'est vraiment tout à fait ça. On touche une racine échasse, c'est dur. On touche un pneumatophore, c'est mou. On a aussi une adaptation pour lutter contre la salinité. Alors, nous avons une feuille là de palétuvier, plutôt d'Avicennia, qui a des glandes à sel, c'est-à-dire qu'elle va excréter vraiment le surplus de sel. Alors, il y a plusieurs techniques pour lutter contre la salinité. Soit, en fait, les palétuviers choisissent, j'ai envie de dire c'est une adaptation, après, ce n'est pas un choix, mais ne font pas rentrer le sel directement dans leur corps. Donc, ça, c'est vraiment une exclusion d'entrée. Soit ils ont une adaptation où le sel entre et ensuite ils sont capables de l'excréter avec ces glandes à sel, ou bien de le stocker dans des feuilles plus vieilles, par exemple. Et ces feuilles, ensuite, par apoptose, c'est-à-dire par mort programmée cellulaire, va se détacher et puis va se débarrasser du surplus de sel comme ça. Une autre curiosité pour ces espèces de végétales, c'est la viviparité. Il y a très, très, très peu d'espèces sur la planète qui est capable de pouvoir faire naître les plantes, on va dire les petites plantes sur la plante mère. Ça, c'est assez caractéristique. Donc, ça lui permet quoi? Ça lui permet de pouvoir tout de suite, une fois qu'il tombe au sol, de pouvoir se reproduire et grandir tout de suite. Donc, on a l'exemple des graines là d'Avicennia germinans, mais on connaît tous les grandes propagules de Rhizophora, qui, quand elles tombent, va se planter dans la vase, et c'est déjà la radicelle. Et au-dessus, il y a déjà les bourgeons de feuilles qui sont déjà prêts à éclore. Voilà, bien sûr, l'adaptation des racines échasses, c'est la plus connue. Elle permet surtout de s'ancrer au sol, d'éviter de se déchausser. Et on voit que c'est très particulier parce qu'on n'a au départ pas de tronc. On n'a que des racines et le tronc commence bien plus haut. Et enfin, une autre illustration, il y en a d'autres, mais c'est la lenticelle. Les lenticelles, c'est ce qu'on peut voir tout à gauche. Ce sont des petits trous qui sont d'ailleurs sur les racines échasses la plupart du temps, et qui permettent aussi les échanges gazeux. On peut avoir la diapositive suivante, où je continue sur les adaptations, parce qu'il y en a plein. Hein. Mais, alors, voilà, la mangrove aussi. Il y a un petit décalage, excuse-moi, entre le moment où je l'active et où elle arrive chez toi. C'est pour bien intégrer tout ça. Alors, en fait, la mangrove aussi, elle est... Ce que je voulais illustrer avec cette diapositive, c'est qu'on ne peut pas considérer cet écosystème mangrove tout seul. Aujourd'hui, le Carnet des sciences a choisi de mettre en lumière cet écosystème et c'est fantastique, mais on ne peut pas parler de mangrove si on ne parle pas des autres écosystèmes associés, tels que les herbiers et les récifs coralliens. Parce que ces 3 écosystèmes, et encore, je ne parle pas des forêts lacustres, mais ces 3 écosystèmes fonctionnent vraiment les uns pour les autres et les uns avec les autres. Donc, on appelle ça une continuité écologique. Les mangroves sont souvent situés en fond de baie, pour ce qui concerne la Martinique, et souvent, devant ces zones de fond de baie, il y a des herbiers et des récifs coralliens. Alors, pourquoi on dit qu'ils sont en lien? Parce que tout simplement, de la mer vers la terre, il va y avoir déjà les récifs coralliens qui vont casser la force des vagues, les houles, etc., et qui vont faire que les mangroves sont souvent des zones
calme. Et en plus, cette houle va être encore plus cassée par les racines des palétuviers qu'on a vus précédemment. Et puis, de notre côté, je le fais de façon synthétique, de la terre vers la mer, la mangrove va filtrer, va arrêter et va stopper tous les écoulements des sédiments qui proviennent de l'amont. Ce qui fait que les herbiers et les mangroves et les récifs coralliens qui ont besoin, eux, d'une eau vraiment limpide, et je sais qu'on a des spécialistes qui nous écoutent des coraux, si les coraux n'ont pas une eau vraiment limpide et s'ils sont étouffés par un dépôt de sédiments trop fort, ils vont finir par mourir. Donc, c'est en ce sens que vraiment, on a besoin donc de ces trois écosystèmes associés. La répartition des mangroves, alors, de façon mondiale, pour l'instant, j'ai envie de dire en 2021, parce qu'après, ça peut évoluer avec le changement climatique et le réchauffement des eaux. Peut-être que ça va disons, s'élargir, mais à l'heure actuelle, les mangroves, elles sont réparties tout autour de la planète entre les zones intertropicales. Voilà, donc on a deux pôles, on a une zone dite atlantique et une zone indo-pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans l'origine et la dissémination au tout départ des mangroves, il y avait une origine plutôt indo-pacifique. Et là-bas, nous avons jusqu'à 80 espèces de palétuviers. Il y a vraiment une diversité incroyable de types de palétuviers structurants des mangroves, à la différence de la zone atlantique qui se voit composée d'à peu près 7 à 8 espèces. Donc ça, c'est la première différence. Donc nous, bien sûr, nous sommes situés dans la zone atlantique. Nous avons sur la Caraïbe, je le disais tout à l'heure, 4 à 5 espèces de palétuviers. Et en Martinique, si on clique, on va voir apparaître la répartition des mangroves. Donc on a plus de 20 km² de surface de mangroves. Et elles sont surtout réparties sur le sud et la côte atlantique jusqu'à la Caravelle. Au-delà, il n'y a pas de mangroves. Pourquoi? Parce que simplement, la constitution des côtes ne le permet pas, parce que la mangrove, elle a besoin de sédiments, de vases, de pentes douces, de fonds de baie pour se développer. Or, en zone nord Caraïbe et en zone nord Atlantique, on a des falaises et des plages de galets. Donc, la mangrove ne peut pas se développer vers là-haut. Alors, la plus grande mangrove, on peut passer à la diapo suivante, c'est la mangrove donc, de la baie de Génipa. Et je vous propose de faire un focus d'ailleurs sur ce qu'elle abrite comme biodiversité, qui est représentatif de l'ensemble des mangroves. Cette mangrove, elle est la plus grande. Pourquoi? Parce qu'elle fait les 2/3 des mangroves de Martinique en termes de surface. Et en plus, d'un seul tenant, c'est-à-dire que sans discontinuité, on va dire, liée à des remblais ou de la construction ou de l'effacement, on a 1200 hectares d'un seul tenant. Bien sûr, comme on connaît bien tous la Martinique, elle est soumise à différentes pressions. Gaëlle les présentera tout à l'heure. Mais elle est quand même particulièrement riche et d'ailleurs de ce fait, il y a un projet de réserve naturelle qui est porté par le parc pour justement renforcer la protection donc, de cette mangrove. Alors, la mangrove de Génipa, au niveau avifaunistique, je pense qu'on peut passer. Voilà, donc il y a des espèces endémiques, un patrimoine à protéger. Et les espèces, alors je ne sais pas si sur la diapo suivante, si ça commence par les oiseaux ou les fleurs, voilà, ce sont la flore. Au niveau de la mangrove de Génipa, on a une biodiversité importante. Je dis de Génipa, mais ça marche aussi sur les autres mangroves. Hein. Mais on a recensé dans cette zone de mangrove plus de 153 espèces dans cette zone. Alors là, quand je vous dis espèces végétales, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 espèces structurantes. Alors vous allez me dire, c'est un peu différent du discours de départ. Alors il y a les espèces structurantes de mangrove, donc les palétuviers qu'on a vus, et à ces espèces-là sont associées d'autres espèces végétales, et donc jusqu'à 153. Si on clique, on va voir apparaître en main si je ne dis pas l'erreur. Et parmi ces espèces associées, qui se trouvent soit sur les arbres de palétuviers, donc ce sont des espèces dites épiphytes, on a par exemple des orchidées. Et on a aussi des espèces associées qui vont se situer en arrière-mangrove ou dans les mangroves à Abyssinia. Et on a d'ailleurs dans ces espèces associées une espèce endémique qui a été découverte par le parc en 1998, donc avec Marie Kikenata, qui est très rare et qui donc doit faire partie de la protection renforcée. Dans ce contexte végétal, va se développer, enfin va être abrité et va être nourri tout un panel d'animaux, de faune, d'avifaune, de flore, d'insectes.
Et on peut avoir jusqu'à 80 espèces d'oiseaux recensés. Pourquoi? Parce que d'abord, la Martinique, elle fait partie de l'arc antillais, de l'arc caribéen, qui est complètement situé sur la zone de migration des oiseaux. Donc, déjà, il va y avoir beaucoup d'espèces migratrices qui vont venir se reproduire ou se nourrir. Et puis, il y a des espèces aussi qui sont endémiques et des espèces qui sont aussi sédentaires dans cette mangrove. Donc là, j'ai mis quelques exemples. En termes de faune, on a bien sûr ce qu'on appelle les espèces ingénieurs. Ce sont des espèces clés qui, dans un écosystème, sont on va dire, indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème. Et ces espèces clés de mangrove, ben, ce sont les crabes. Alors, pourquoi ils sont indispensables? Parce qu'ils font ce qu'on appelle la bioturbation. C'est-à-dire qu'ils vont, par le fait de creuser les crabes, les trous, pardon, les terriers, ils font des canalisations qui vont permettre l'oxygénation du sol, l'aération, l'entrée d'eau douce quand il va pleuvoir, etc. Donc, il y a à peu près 7 à 8 espèces de crabes en fait, qui sont aussi réparties en, fait, en fonction du milieu. On n'a pas toujours les mêmes crabes au même endroit. Pour ceux qui ont visité les fronts de mangrove, on observe ces petits crabes jaunes, donc les aratus, les petits crabes qui sont arboricoles et qui ne vivent donc que sur les arbres. Et puis, plus en arrière, on a les crabes qui nous servent à faire le matoutou, par exemple, et qui, eux, se développent plutôt en arrière-mangrove. Et enfin, on a aussi sur le front de mangrove ce qu'on appelle les épibiontes, parce que c'est ça qui va, voilà. Donc, les épibiontes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes vivants classés donc dans les animaux et qui se développent sur les racines de palétuviers. Des éponges, il peut y avoir des mollusques, voilà. Il peut y avoir, on les observe dans les eaux claires, aussi dans les eaux turbides d'ailleurs, des huîtres de palétuvier, etc. Et ces organismes ont aussi un rôle considérable parce qu'ils jouent un rôle dans la filtration de l'eau. Ils participent et ils augmentent aussi le pouvoir de filtration de l'eau. Alors, on le verra dans les usages avec Gaëlle, je pense, tout à l'heure. Effectivement, il y a des ramassages de ces épibiontes et de ces organismes qui vivent en front de mangrove. Et comme je viens de dire, ils sont filtreurs. Donc, ça veut dire que lorsqu'on ramasse ce genre d'animaux dans des zones un peu polluées, ben, on a une concentration et une bioaccumulation de la pollution qui va se faire dans ces organismes. Donc, il faut faire aussi attention à cela. Merci, merci Mélanie. Alors, je rappelle que vous pouvez interagir pour les spectateurs, pour les participants qui nous écoutent, vous pouvez interagir. Donc, si vous avez des questions à poser à Mélanie Hertemann, donc n'hésitez pas à demander la parole ou à envoyer un petit message via questions-réponses directement dans le chat. Donc, on va passer au statut juridique, aux outils et aux actions de protection donc, de cet écosystème que l'on vient de nous présenter. Donc, Marie-Michel. Il faut activer le micro. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je l'avais arrêté entre-temps. Alors, pour poursuivre effectivement sur le contexte juridique, plus exactement le panel, le dispositif juridique qui existe et qui vise à protéger cet écosystème, nous avons déjà son statut. Alors, il faut savoir que la mangrove fait partie de ce qu'on appelle le domaine public maritime, le DPM. Et la particularité de ce statut fait que cet écosystème appartient déjà donc à l'État. Il ne peut pas être vendu. Et même si il y aurait une occupation sur ce milieu, l'occupant ne pourrait pas se prévaloir de ce qu'on appelle généralement la prescription trentenaire. C'est-à-dire qu'il a beau être là depuis sa famille depuis 50, 100 ans et plus, il ne peut pas légitimement solliciter la propriété de ce bien. Et illégalement, ce bien, enfin, la mangrove est inconstructible. Vous voyez quelques photos, là, notamment d'une zone qui s'appelle Canal Cocotte, qui par le passé était totalement en mangrove et qui progressivement, effectivement, a été occupée, comme l'est souvent les zones littorales, par de l'habitat spontané. Donc voilà déjà pour son statut.
Ce statut aussi prévoit néanmoins des possibilités d'occupation, mais ce sont des occupations qui sont temporaires et qui sont accordées par l'État en fonction de la nature, on va dire, de l'activité pour laquelle est sollicitée cette autorisation. Alors, si on peut poursuivre. En matière toujours législative, et donc, comme je disais, il y a tout un panel d'outils qui existent, qui sont prévus à la fois par des lois et des réglementations. Alors, la première, c'est la loi littorale de 1986, en fait, qui fait de la mangrove un espace naturel à préserver, absolument, aussi bien que les récifs coralliens et les herbiers. Donc, cette loi est le premier outil qui a visé à protéger cet écosystème. De cette loi, il y a eu un certain nombre, on va dire, d'outils réglementaires qui ont été mis en place, comme des réserves naturelles. Nous en avons nous en avons même deux en Martinique, des réserves naturelles nationales. Il y a un projet de réserve naturelle régionale qui concerne la protection de la mangrove de la baie de Génipa. Il y a d'autres outils spécifiques qui sont on va dire des structures qui assurent la gestion de cet écosystème. Alors, ça part à la fois du parc naturel régional de la Martinique, dont ce n'est pas la seule mission, mais cette institution peut assurer des missions de gestion de cet écosystème, ainsi que le parc naturel marin, qui est effectivement compétent pour intervenir à la fois sur la zone économique exclusive, donc la partie maritime est très large, mais son périmètre d'intervention peut également toucher la mangrove. Et à l'échelle, on va dire, locale, il y a cette volonté d'assurer la préservation de cet écosystème à travers un certain nombre d'outils de planification, comme le SDAGE, mais je laisserai plus tard la parole à Madame Yellard pour pouvoir nous préciser effectivement l'implication au niveau local sur la préservation de la mangrove à travers ce document. D'autres documents de planification. Alors, je ne vais peut-être pas tout passer en revue parce que ça peut paraître un petit peu soporifique, mais voilà, il existe tout un tas d'outils, dont un qui est très important que je représente, qui est le Conservatoire du littoral. Donc, c'est un outil foncier, c'est-à-dire que le Conservatoire du littoral, lui, pour pouvoir protéger des paysages, des écosystèmes, il doit en faire l'acquisition. Alors, je viens de vous dire que la mangrove, c'est une propriété d'État qui ne pouvait pas s'acheter, qui ne pouvait pas se vendre, mais l'État a confié une mission particulière au Conservatoire du littoral, qui est de se substituer à lui pour pouvoir assurer et mettre en place un dispositif de gestion adapté pour pouvoir comment dire, aller plus loin, parce que jusqu'à présent, les services de l'État qui assurent la préservation de cet écosystème, en fait, assuraient plutôt une protection au sens de la mise en place de la réglementation concernant les autorisations d'occupation. Donc, il n'y avait pas véritablement d'action de gestion écologique, à part, effectivement, la surveillance de l'occupation et la délivrance d'autorisation d'occupation. Le conservatoire s'est vu affecter un certain nombre de mangroves, la quasi-totalité, un peu plus de 1900 hectares de mangroves en Martinique, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le comité de gestion des mangroves, qui est composé à la fois de plusieurs instances qui existaient déjà, comme l'Office national des forêts et le parc naturel, qui étaient des opérateurs qui intervenaient déjà sur ce milieu, mais l'idée était d'organiser, d'optimiser la gestion, la surveillance, le programme de travaux et d'y associer les collectivités. C'est un comité de gestion qui existe depuis maintenant 4 ans. Et c'est ça, c'est vraiment un lieu de discussion et de partage des connaissances. On définit collégialement des choix, des enjeux en termes on va dire, d'amélioration de nos connaissances sur ce milieu et d'action de gestion pour viser justement à réduire, on va dire, les impacts et les pressions sur ce milieu. Donc voilà pour la partie sur les outils en matière législative et réglementaire pour pouvoir assurer la préservation, la conservation de cet écosystème mangrove.
Alors, on a justement une question d'une spectatrice qui demande comment faites-vous appliquer cette réglementation au niveau des mangroves? Et aussi, est-ce toujours un procès qui force à respecter les règles? Alors, je rappelle tout de même que en matière de préservation de ce milieu, alors au-delà des outils, il existe effectivement des organismes comme l'ONF qui était déjà un gestionnaire de cet écosystème pour la partie, parce qu'il faut rappeler que la mangrove est aussi une forêt. Donc, l'ONF a une mission au titre du code forestier pour pouvoir assurer, on va dire, la surveillance, la préservation des bois. Donc, il y a une équipe en Martinique de l'ONF qui a pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas de coupe, de défrichement ou de remblai sur ce milieu. Donc, c'est déjà une intervention de l'Office national des forêts, associé aujourd'hui au parc naturel régional. Donc, il existe des gardiens de l'environnement qui assurent des missions de surveillance. Et puis, vous avez aussi plus récemment la police de l'Office français de la biodiversité qui va venir compléter ce dispositif de surveillance de cet écosystème. Et c'est au sein de ce comité de gestion des mangroves que s'organise cette gestion pour articuler les différentes interventions sur le territoire pour partager, on va dire, leurs compétences et intervenir de manière coordonnée et efficace sur le terrain. Et c'est aujourd'hui le dispositif que nous avons de surveillance des mangroves. Alors, bien évidemment, il est à parfaire puisque voilà, on ne peut pas être tout le temps partout et tout surveiller. Mais pour l'instant, ce sont les acteurs de terrain qui assurent la surveillance de l'écosystème. Mais il existe tout de même un certain nombre d'autorisations qui sont réglementées par arrêté préfectoral, comme la chasse. On peut, sur certaines zones de mangroves, avoir une activité chasse lorsqu'elle est autorisée à travers des lots de chasse qui sont confiés à des associations de chasse. On peut effectivement aussi avoir d'autres usages qui sont habituels, comme la pêche au crabe notamment, qui est ouverte d'ailleurs depuis récemment. Donc, ce sont des activités, des usages qui existaient et qui sont réglementés par arrêté préfectoral et autorisés donc, par arrêté préfectoral. Cependant, il existe tout un tas d'autres actions qui ne sont pas permises ni sur les mangroves, ni sur les zones naturelles en règle générale, parce qu'elles sont très impactantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les constructions, les travaux de remblai, l'occupation pérenne, la circulation motorisée, et même des activités parfois sportives qui sont impactantes. Donc voilà voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Je pense que oui. Donc sinon, Madame Micheline, n'hésitez pas à nous re-questionner. Oui, elle a dit oui, c'est parfait. Donc c'est bon. Merci. Merci Marie-Michel Moreau. Donc je vais passer la parole à Gaëlle Liellard de l'Office de l'eau Martinique. Alors, avant de rentrer peut-être dans cette diapo-là, comme Marie-Michel me faisait une allusion là, sur les outils réglementaires, je vais vous parler 5 secondes un quart du SDAGE. Elle l'a cité, donc le schéma directeur d'aménagement de la gestion de l'eau, qui fait office de loi sur l'eau en fait, et de protection des milieux aquatiques sur la Martinique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le SDAGE est un document qui est décliné à une échelle locale, c'est-à-dire qu'il y a ça traduit une volonté politique de ce qu'on veut faire avec nos milieux aquatiques. Et en Martinique, il y a eu une volonté très forte de protéger la mangrove. Quand on compare par exemple à d'autres SDAGE où il y a de la mangrove, pour ne pas les citer, nos voisins guadeloupéens, en Martinique, on a mis un niveau de protection très élevé. On considère que si on va devoir, pour des projets d'intérêt généraux, par exemple comme le TCSP, détruire un peu de mangrove, alors c'est autorisé vraiment dans un cadre très particulier parce qu'il faut justifier de l'intérêt général, il y a tout un tas de procédures. Mais si on devait arriver à détruire un petit peu de mangrove, il faudrait la compenser par 5 fois ce qu'on a détruit. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis une contrainte très forte qui fait qu'on n'est pas censé... elle est très, très protégée. Voilà, je voulais faire cette aparté pour vous dire qu'en Martinique, le niveau de protection est très élevé. Alors, la diapo suivante. Moi, je vais essayer de vous présenter assez succinctement, en fait, la diapo encore. Voilà, l'action de l'Office de l'eau pour protéger la mangrove. Donc, l'Office de l'eau, c'est un établissement public local qui a pour mission d'appliquer le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que
on vient capter des redevances sur l'eau. Tous les pollueurs, vous y compris, les particuliers, tout le monde paye des redevances et on les redistribue sous forme… Est-ce qu'on m'entend avec le vent? Je vais peut-être mettre la main sur le micro. Et on redistribue cette manne financière sous forme de subventions et d'aides publiques pour protéger les milieux aquatiques. Et notamment, dans les milieux aquatiques qu'on soutient en termes de protection, il y a la mangrove. Alors, quand on fait le bilan un petit peu depuis 2009 de ce qu'on a pu mettre à disposition en termes de financement pour la mangrove de Martinique, sur la mission des connaissances, parce qu'on participe à des études, voire même on en commande nous-mêmes sur la connaissance de la mangrove. Alors je reviendrai après, parce qu'il n'y a pas que le fonctionnement de l'écosystème, mais il y a aussi la manière dont les usagers, la relation que les usagers peuvent avoir avec la mangrove, ou même la valeur économique de la mangrove, j'y reviendrai plus tard. La mission de subvention et la mission de partenariat au travers les partenariats que l'Office de l'eau a monté avec les grands acteurs, l'ONF, le parc naturel régional, le conservatoire, etc., le Carbet des sciences. Enfin, voilà. Donc, tout cumulé, depuis 2009, on est à plus de 2 millions d'euros d'aide de l'Office de l'eau pour un total d'action de 8 millions d'euros. Alors, ça c'est pour montrer qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites en Martinique. L'Office de l'eau, c'est un acteur parmi tant d'autres. Là, je vous présente juste le montant de ce que l'Office de l'eau a pu dépenser pour la protection de la mangrove, mais en vérité, on a d'autres acteurs qui ne sont pas cités ici qui protègent aussi la mangrove. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors juste, je vais poser une question de Madame Sylvestre. Comment ça, ces activités interdites clairement, mais qui préexistaient, elle s'interroge sur, par exemple, l'accès en bitumé de Morne-Cabri ou ce genre de construction dans la mangrove. Je vais laisser Marie-Michel sur cette question réglementaire. Alors, c'est assez délicat, justement, lorsqu'une activité interdite, on va dire, aujourd'hui, préexistait, alors on analyse au cas par cas. Alors, une situation comme le Morne-Cabri, effectivement, alors, tout le monde sait, le chemin d'accès au Petit Morne, qui est en fait une sorte de presqu'île, on va dire une île même, se fait par la route et traverse la mangrove qui a été remblayée. Voilà, on va dire c'est une coupure franche à travers la mangrove pour construire une voie qui n'est pas, voilà, qui coupe le fonctionnement hydraulique et qui en plus voilà, s'enfonce. Donc c'est un coût faramineux pour la collectivité. Alors, la ville de Lamentin et même nous, on s'est beaucoup posé la question, effectivement, du maintien ou pas de cet accès par rapport aux conséquences que cela a sur le milieu. Mais c'est vrai que c'est un accès qui a été fait depuis très longtemps, qui est très pratiqué, il y a un usage. Alors, comment en tenir compte tout en essayant de restaurer le milieu? C'est tout l'objet de la réflexion d'aujourd'hui et c'est vraiment analysé au cas par cas. On n'a pas de règles générales, on a juste convenu qu'il faudrait soit prendre la décision de trouver d'autres moyens d'accès, et on y réfléchit, ou soit quand c'est possible, alors soit quand on donne on va dire, quand on trouve d'autres solutions permettant d'enrayer, on va dire, l'équipement ou un usage passé, bon, voilà, on propose cette autre solution où on autorise, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à travers des conventions d'occupation, des autorisations d'occupation, mais qui sont soumises à des redevances. Voilà. Mais pour le cas du Morne-Cabri, par exemple, c'est en discussion encore, à savoir le devenir de cet accès. Est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il est modifié? Est-ce qu'on fait un accès autrement? C'est tout l'objet de la réflexion d'aujourd'hui et la solution n'a pas encore été trouvée. Merci Marie-Michel. Alors, voilà. Je vais reprendre, du coup, on en était. Donc là, je vais passer en revue les rôles et les services que rend la mangrove
rendent les mangroves aux humains, parce que au-delà du fait que la mangrove c'est un écosystème complet et complexe associé à d'autres écosystèmes comme les herbiers et les récifs coralliens, en fait le fait de vivre dans un écosystème, enfin l'homme fait partie de l'écosystème, évidemment il y a des interactions qui se font et des services sont rendus à l'homme par le maintien de cet écosystème. Alors d'abord dans les services il y a évidemment la notion d'habitat, l'habitat pour toute la biodiversité, la faune, la flore, etc., les poissons, les crustacés, les huîtres de palétuvier, les oiseaux, etc. Donc c'est une nurserie en fait aussi pour les poissons. Donc on a vraiment, c'est un siège de la biodiversité. Donc quand on enlève de la mangrove, on tue de la biodiversité. C'est un lieu de reproduction, notamment pour les poissons et les oiseaux, mais aussi pour toute la biodiversité. Ce sont des zones de nourrissage. On a aussi, toujours du point de vue des poissons. Alors, dans les autres, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, fonction primaire de la mangrove, mais dans la partie service rendu, Mélanie l'expliquait très bien, la protection des côtes, c'est-à-dire que on sait que là où on a défriché de la mangrove, les cyclones vont être beaucoup plus actifs et ils peuvent davantage rentrer sur les terres puisqu'il n'y aura plus cette barrière naturelle qui est faite par les arbres. On a parlé aussi de l'épuration des eaux. Effectivement, toutes les eaux qui ruissellent, qui arrivent de la terre vers la mer, la mangrove est un très bon écosystème, caractéristique du lien terre-mer. C'est-à-dire qu'à la fois, il permet de filtrer ce qui remonte de la mer, du point de vue de la biodive, mais aussi ça filtre ce qui descend de la terre, et notamment toutes les eaux de ruissellement. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en termes de pression, on a un énorme problème d'assainissement sur l'île, et la mangrove joue un rôle au travers de cet assainissement avant le rejet dans les eaux naturelles littorales. Ce qui fait que quand on défriche aussi de la mangrove, on enlève une partie de ce service-là qui est rendu à l'homme. C'est aussi la mangrove un piège carbone puisque ça reste une forêt, entre autres. Donc, toutes les forêts captent le carbone et le gardent dans les feuilles et le bois. En termes d'éducation, alors c'est un lieu, on le voit particulièrement en Martinique, on a des lieux qui sont aménagés, des sites comme Avatable ou Morne-Cabri qui viennent d'être cités. C'est un endroit qu'on peut visiter et qui permet de reconnecter l'homme à la nature. J'y reviendrai aussi après parce que cette connexion homme-nature est très importante dans la protection qu'on peut amener. Il y a les outils juridiques, mais en vérité, il y a ce que chacun peut faire à sa portée. Et puis, évidemment, en termes de rôle, le bien-être, le paysage. Tout à l'heure, je décrirai le fait que les Martiniquais se sentent bien dans la mangrove quand ils y vont. Ils y retrouvent un certain calme et une certaine sérénité. Alors, on peut avancer. Oui, je n'ai pas parlé de l'écotourisme, effectivement, les activités ludiques. Tout à l'heure, dans l'autre sens, peut-être la diapo. Dans les activités touristiques, ludiques, récréatives, on va dire, la mangrove est aussi un super terrain de jeu pour aller faire du kayak, pour faire une activité nature, du kayak ou de l'aviron, par exemple, où on peut aller visiter comme ça un endroit très, très sympa. Alors, la mangrove a-t-elle une valeur économique? Alors, à l'Office de l'eau, en fait, on s'est intéressé au-delà des études qu'on peut faire, des études scientifiques de type quel est l'état de santé de la mangrove. C'est des études qu'on a menées avec le conservatoire, mais nous, on s'est aussi intéressé aux sciences humaines et sociales. Et dans les sciences humaines et sociales, il y a les sciences économiques et puis aussi d'autres sciences humaines et sociales. Mais sur les sciences économiques, on a voulu, à l'Office de l'eau et au conservatoire d'ailleurs, s'intéresser à ce qu'on appelle la valeur économique d'un écosystème. Alors, il ne s'agit pas de dire on va coter en bourse la mangrove, ça n'a absolument pas de sens, mais plutôt de pouvoir donner une valeur économique un peu abstraite, mais qui va chercher des arguments au niveau des décideurs. L'idée, c'était de dire, quand vous détruisez un hectare de mangrove, regardez tous les services que cette mangrove nous rend et combien ça va vous coûter à long terme. Parce que, on vient de le voir, les différents services, que ce soit en termes de barrières contre les cyclones, que ce soit en termes d'assainissement, que ce soit en termes de nurserie, de biodiversité, cette mangrove nous rend des services. Donc, on a essayé de chiffrer ces services-là
pour pouvoir y mettre une valeur et de manière à ce qu'après, on puisse discuter avec les gestionnaires en disant, attendez, si vous détruisez de la mangrove pour faire un supermarché, ok, votre supermarché va vous rapporter tant, mais regardez ce que ça va vous coûter ce que ça va vous coûter si on enlève ces services-là que ça vous rend. Donc, on a ce qu'on appelle les services de production. Donc, les services de production, ça va être les services de tout ce qui est pêche, qu'elle soit commerciale ou traditionnelle, l'apiculture aussi. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, vas-y. Les services donc vraiment de production, donc la pêche, la chasse, l'apiculture, les services récréatifs, les activités récréatives comme les excursions avec les touristes ou même les résidents, les services d'éducation qui sont alors ce qu'on appelle en fait une fonction de non-usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un usage particulier, mais ça reste quand même de l'éducation, c'est de l'appropriation patrimoniale. Il y a aussi une fonction de recherche. C'est aussi, voilà, quand on chiffre l'aspect refuge pour les espèces remarquables, on va aussi aller chercher les fonctions de ce qu'on appelle de régulation hydraulique, c'est-à-dire la manière dont la qualité de l'eau va être traitée par cette régulation, la fonction de rétention des sédiments. On voit bien quand il pleut beaucoup en Martinique, la baie de Fort-de-France devient toute marron, mais ça c'est aussi parce qu'une partie de la mangrove a été détruite et qu'il n'y a plus de rétention de ces sédiments-là dans la baie. Voilà, donc quand on cumule toutes ces fonctions ces fonctions de production, ces fonctions de services culturels et ces fonctions de régulation, on arrive à un total. Alors, c'est un total assez grossier, donc ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions. Alors là, il faut appuyer sur la diapo parce qu'il y a une petite. On arrive à plus de 215 millions d'euros, qui est une valeur très sous-estimée, surtout sur les services de régulation, parce qu'on n'a pas su tout à fait estimer les services de régulation. Donc, 215 millions d'euros, c'est un chiffre très, très bas qui représente une valeur économique absolue de la mangrove de Martinique. Alors, je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Oui, voilà, on a une question d'un internaute qui demande, et concernant la santé, est-ce qu'on s'intéresse aux molécules qui pourraient faire avancer la recherche médicale? Alors, en termes de production, j'imagine de savoir si la mangrove peut produire des molécules sur la santé. J'imagine que c'est ça la question. Oui, oui. Alors, il y a effectivement, il y a des spécialistes, que ce soit à l'université d'ailleurs, ou même ailleurs. Il y a des je pense à des personnes comme Emmanuel Gossin qui travaille sur les plantes, etc., on va chercher effectivement attendez, je ferme ma fenêtre. On va chercher les apports médicinaux dans la pharmacopée de la mangrove. Oui, il y a des travaux qui sont faits dans ce sens-là. Alors, peut-être pas autant développés que ce qu'on souhaiterait, mais les choses vont se mettre en place. Mais oui, oui, absolument, les bienfaits apportés du point de vue de la pharmacopée de la mangrove, ce sont des travaux qui existent. Et on a une autre question de quelqu'un qui demande s'il y a un observatoire d'ornithologie dans la mangrove. Alors, d'ornithologie, vraiment dans la mangrove, non, mais par contre, il y a eu un inventaire des zones humides qui a été fait par le parc naturel, l'ADAL, l'Office de l'eau, qui a été inventorié toutes les espèces qui vivent dans la mangrove. Après, il y a quand même des spécialistes ornithologiques, je pense à Carouge, à l'association Carouge par exemple, qui fait du recensement. Alors peut-être mes collègues peuvent compléter. Je ne suis pas une spécialiste des oiseaux. Alors, j'avais compris la question, surtout en termes d'observatoire, est-ce qu'on peut observer des oiseaux dans la mangrove? Alors, il y a, comme ça, peut-être la question, il y a plusieurs endroits où on peut. Il y a notamment aux Salines, les Salines donc, à Sainte-Anne, hein, qui sont donc, labellisées Ramsar, et il y a un observatoire où on peut justement se cacher un petit peu, être dissimulé. Et si c'est comme ça, dans ce sens-là, là, on peut observer effectivement les oiseaux. Et il n'y a pas d'autres vraiment miradors ou installations comme ça répertoriées. Marie-Michel, peut-être aussi, peut en dire deux mots parce qu'il y a une étude actuellement qui est menée justement par le conservatoire pour essayer de justement identifier et comment mettre en valeur les différents types d'activités comme ça dans la mangrove.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais compris la question encore autrement. Je pensais qu'il s'agissait d'un réseau un observatoire comme le réseau national d'observation de la mangrove. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Mélanie, effectivement, au niveau du Conservatoire du littoral, alors on assure effectivement tout un tas de choses en matière de préservation avec des équipes dédiées, mais on a un rôle aussi de valorisation de cet écosystème et d'aménagement, mais qui sont des aménagements légers et réversibles pour permettre à tous, à tout un chacun, de découvrir ce milieu. Voilà, ça fait partie de nos actions de sensibilisation. Et nous avons, dans le cadre de cette mission de valorisation, nous avons effectivement constaté qu'il y avait pas mal de volontés locales, de communes, communautés de communes, de vouloir concevoir des équipements d'observation, des promenades sur pilotis à travers la mangrove. Et il y avait tellement de demandes de la part des collectivités d'aménager un petit peu partout sans avoir une vision générale à l'échelle de l'île et faire en sorte que ces équipements, ces aménagements soient peut-être à la fois nécessaires, qui n'impactent pas trop le milieu et qui fassent écho, enfin qui soient cohérents à l'échelle de l'île et qu'on n'ait pas à répéter plusieurs types d'aménagements un petit peu partout. Et que voilà, qui serait peut-être intéressant d'avoir une vision globale, et c'est la raison pour laquelle on a lancé cette étude qui est menée par une équipe pluridisciplinaire dont fait partie Madame Hertement, qui consiste en fait à la fin à nous produire un schéma directeur des aménagements d'accueil du public en mangrove. L'idée, c'est donc de faire un diagnostic, un état des lieux de tout ce qui existe en matière d'équipement d'accueil du public, et puis de recenser également tous les projets qui sont soit en cours, soit anciens et qui n'ont jamais vu le jour, ou qui sont même portés par des acteurs privés. Et à partir de cela, d'essayer de définir un schéma général, une orientation pour proposer à la fois des équipements qui puissent être originaux, toujours réversibles et légers bien sûr, mais originaux et qui puissent sortir du cadre général dans lequel on perçoit aussi les sites de mangrove jusqu'à présent, et puis qui puissent effectivement guider notre action, guider les actions des communes et du conservatoire en matière d'équipement. Voilà, c'est un travail qui normalement devrait donner lieu à une sorte de cartographie, on va dire. On a tendance à même dire de route de découverte de la mangrove, mais en tenant compte de l'existant et des besoins surtout, parce qu'il n'est pas question de faire pour faire, il est vraiment question de faire des équipements quand c'est utile, pertinent et que c'est bien réparti à l'échelle de l'île. Donc voilà pour cette opération qui est en cours et qui devrait se terminer, enfin l'étude devrait se terminer en fin d'année. Alors, je reprends la parole, du coup, voilà. Il y avait une question, là, je viens de voir effectivement il y avait deux questions. Alors, je vais répondre à la première de Damien Chevalier sur le périmètre de l'étude économique. Effectivement, on a essayé d'évaluer l'intégralité du périmètre de mangrove, donc les plus de 2000 hectares de Martinique. Mais bon, je le redis, c'est un chiffre qu'il faut prendre vraiment ce coût, cette évaluation économique de la mangrove de Martinique, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que ça reste des sciences économiques, c'est-à-dire qu'on travaille sur des échelles plus larges et l'idée, ce n'est pas de donner une valeur exacte, mais plutôt d'être sur des outils d'aide à la décision, donc de pouvoir démontrer qu'il y a une valeur économique très forte. Et la deuxième question, c'est sur l'IBR, l'indice biologique rapide. Effectivement, il y a un spectateur là qui nous interpelle dessus. Donc, c'est une étude qui a été menée dans le cadre d'une coopération entre Cuba et le Lamentin, avec Santiago de Cuba. On y a participé aussi à l'Office de l'eau. Et donc, l'IBR, c'est une méthode cubaine qui nous a été proposée, qui a été déployée dans la baie de Genipa, qui consistait à mettre des spécialistes en immersion dans la mangrove pendant plusieurs jours, donc des spécialistes dans chacune des branches, des spécialistes sur, là, pour le coup, le monsieur était spécialiste sur les araignées, des spécialistes des crabes, de la faune, la flore, etc. Et de faire des relevés comme ça,
en étant immergé plusieurs jours dans la mangrove et de produire un rapport qui effectivement, c'est une méthode, on va dire, plus rapide et certainement plus efficace que les inventaires que nous, on a pu faire. Je sais que nous, on a mis plus de 2 ans à faire l'inventaire des zones humides de Martinique avec ce que ça contenait. Là, en 15 jours, on a eu quand même un indicateur très intéressant. Donc, c'est quelque chose qui devrait sortir, qu'on attend depuis longtemps, parce que c'est un travail qui a été fait, je crois, en 2016 avec le Lamentin. Et il y a un très bel ouvrage qui, normalement, doit sortir prochainement avec des belles photos. Ce sera peut-être quelque chose qu'on rediffusera. De manière générale, toutes les études qu'on vous présente et toutes les références qu'on vous présente sont en ligne sur l'Observatoire de l'eau. Vous allez sur le site de l'Observatoire de l'eau Martinique, sur l'étude économique, les études de l'état de santé des mangroves, etc. Toutes les études en rapport avec la mangrove, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Observatoire de l'eau. Alors, on va passer à la diapo suivante, parce que je vois que l'heure tourne et on a encore plein de choses à se dire. Alors encore. Je crois que la diapo suivante, voilà, on va parler des usages. Là, alors cette photo, je vais laisser Mélanie la présenter parce qu'elle la connaît mieux que moi. C'est une photo qui a été primée, si tu veux bien. Oui, alors c'est une photo effectivement qui représente les usages de la mangrove. Alors, cette photo, elle a été prise en Amérique du Sud et on voit sur cette photo un chef d'une tribu qui est en train de pêcher. Et effectivement, elle a été primée par un concours qui a lieu chaque année par le Mangrove Action Project, qui essaye de mettre en lumière et de mettre en valeur la mangrove par ses aspects biodiversité, par ses aspects usage ou par ses aspects aussi pressurisés et impact qu'elle peut subir. Et en fait, on avait choisi de la mettre en valeur, nous, dans cette présentation aujourd'hui, parce que d'abord, elle est magnifique. Hein, c'est une photo de Monsieur Maronne. Et on voit tout l'amour dans les yeux de ce monsieur en train de pêcher. Et cette pratique-là, elle est ancestrale et elle est pratiquée aussi ici. On peut voir notamment à la Chérie, au Diamant, des gens qui pêchent encore comme ça. Et donc, cette photo, vraiment, pour moi, elle illustre le lien entre l'homme et la nature de façon parfaite. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la boue, qu'on fait corps à corps avec la mangrove. Et je la trouve vraiment très, très belle avec la lumière dans les yeux de cet homme qui est très beau en plus. Et voilà, donc elle est vraiment parfaite. Et on l'avait choisie pour illustrer en fait les usages, la perception en fait que les Martiniquais ont de cette mangrove. Et je vais laisser Gaëlle représenter cette étude que l'ODE a apportée avec le CNRS, qui est très intéressante. Alors voilà, nous on s'est intéressé effectivement, tout à l'heure je parlais des sciences humaines et sociales, on s'est intéressé à la relation que les Martiniquais pouvaient avoir avec la mangrove, parce que quand on est gestionnaire de sites comme peut-être le conservatoire ou même cofinanceur comme nous on peut l'être, on peut soulever les problématiques techniques, mais en vérité, si on ne va pas regarder les liens que les usagers peuvent avoir avec les écosystèmes, on passe à côté de l'essentiel. Donc on a d'abord voulu comprendre les leviers qu'on pouvait activer pour mieux protéger la mangrove avec les usagers. Alors du coup, aussi parce qu'on s'interrogeait de pourquoi la mangrove était sacrée au moment de faire Matoutou, et puis qu'une fois que Matoutou est fini, on se retrouve avec une mangrove qui peut servir de dépotoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets dans la mangrove. Donc voilà, on a mené cette étude avec le CNRS, l'ENS, mais aussi d'autres partenaires, hein, le Conservatoire, le CIRAD, etc., le Pôle Relais Mangrove. Et alors, je crois que sur la diapo suivante, on illustre un petit peu. On a voulu comprendre les relations homme-nature qu'il y avait, et notamment, ah non, on est déjà sur les menaces, donc il faut que je vais en parler sans support. Donc sur ces relations, par exemple, se rendre compte que il y avait une problématique générationnelle. C'est-à-dire que les plus anciens ont un rapport à la nature qui est beaucoup plus proche que les plus récents. Donc ça, c'est lié à la modernité aussi de nos sociétés. On voit aussi qu'il y a une temporalité, c'est-à-dire qu'il y a je parlais de Matoutou tout à l'heure, il y a un rapport beaucoup plus sanctuarisé au moment de Pâques. On a pu aussi dégager les jeux d'acteurs au travers cette étude, c'est-à-dire voir la perception des habitants, de savoir s'ils savent qui protège la mangrove. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un peu une confusion des rôles des administrations qui sont en charge de la mangrove. Donc nous, ça nous a donné des pistes pour mieux donner une meilleure visibilité sur
sur les actions à mettre en œuvre. Et puis, voilà, donc je ne vais pas détailler toute l'étude. Je vous invite à aller la télécharger sur le site de l'Observatoire de l'eau. C'est une étude absolument passionnante qui vient chercher des interviews d'habitants, etc., d'habitants, de gestionnaires, et qui permettent de poser un petit peu cette relation homme-nature et qui nous donnent nous, des clés de compréhension pour pouvoir après mettre en place des plans d'action plus efficaces. Alors, la diapo suivante. Ah, merci pour le lien, Audrey. De rien. Donc, vous avez le lien du site de l'Observatoire pour aller directement cliquer dessus. Et il y a quand même une autre intervention d'une participante qui demande: les activités de production sont-elles réglementées et contrôlées? Elle se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de nuisances dans la mangrove et elle voudrait savoir comment est-ce que c'est contrôlé, parce qu'elle, ça l'interpelle. Si je peux peut-être me permettre de répondre, c'est un petit peu la même réponse que je ferai que par rapport à tout à l'heure. En fonction du site, s'il s'agit d'une mangrove qui est au sein, par exemple, de la Caravelle, et pour lequel, pour ce site, nous avons aussi déjà une réglementation. Donc, c'est la réglementation du site protégé, donc soit réserve, soit site classé, etc., qui s'applique. Donc, en principe, pour faire cesser ces infractions, vous avez normalement une équipe dédiée de gardiens de l'environnement qui surveillent et qui doivent constater éventuellement ces infractions. Alors, il y a énormément de choses effectivement qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire sortir des sentiers. Donc, quand on prend un bain de boue, alors pour citer la Caravelle, non, ce n'est pas autorisé. Les bains de boue ne sont pas autorisés, mais pour plein de raisons. Ce n'est pas uniquement par rapport au bain, mais c'est parce que généralement les gens sortaient des sentiers de randonnée pour pouvoir prendre son bain, et qu'aussi il y a des problèmes sanitaires liés au bain de boue. Donc c'est pour toutes ces raisons que de toute façon la Caravelle c'est interdit. Mais en règle générale, voilà, ce sont les arrêtés préfectoraux, les règlements qui existent sur chacun de ces sites protégés qui sont appliqués, et pour les faire appliquer, c'est la police de l'environnement, tout simplement. Alors, peut-être je vais compléter aussi par rapport à une question qui avait déjà été posée, mais peut-être que je n'avais pas donné une réponse suffisante. L'objectif tout de même, quand il y a une infraction passée, c'est quand même de faire cesser cette infraction. C'est ça la priorité, même si elle date d'avant la mise en place d'une réglementation. Lorsque ça concerne la mangrove, la première chose, c'est que nous, avec les équipes opérationnelles, veillons à faire cesser ces infractions. Alors, quand il s'agit par exemple d'une occupation qui est historique, soit effectivement la personne, l'occupant est mis en demeure de quitter les lieux, soit on essaie de réduire la surface d'occupation, ou quand c'est vraiment pas possible, il y a des autorisations d'occupation moyennant redevance. Mais l'objectif quand même général, c'est de faire cesser ces infractions, même lorsqu'elles existaient avant la mise en place d'une réglementation. Voilà pour... je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, c'est bon. Du coup, Madame Yellard, vous avez la parole. Oui, alors là, on va parler des menaces. Alors, je vais passer assez rapidement sur les menaces naturelles parce que les habitants de Martinique les connaissent très bien. Donc, on est évidemment sur les cyclones qui peuvent participer à une déforestation naturelle, etc. Mais je vais plutôt insister sur ce qu'on appelle les pressions, les activités humaines. Donc, la première pression, je pense qu'il faut vraiment ancrer en tête, c'est l'assainissement. L'assainissement est un problème général, pas uniquement pour les mangroves, mais c'est un problème général pour les milieux aquatiques en Martinique. L'assainissement est lié à l'urbanisation notamment. On a un énorme problème d'assainissement, notamment non collectif. 60% des Martiniquais sont sur des fosses septiques, dont la majorité n'est pas aux normes. Donc, on fait du rejet direct dans les mangroves. Alors, les mangroves, à mon avis, elles sont aussi saturées par ces pollutions, et ce qui vient impacter leur qualité et de manière générale, tous les services que les mangroves peuvent rendre. Ensuite, il y a l'imperméabilisation, c'est-à-dire que quand on bétonne, quand on fait de l'urbanisation et quand on bétonne, on fait des routes, on fait des parkings,
Partout, on va mettre des surfaces imperméables. On va augmenter le ruissellement. Ça va empêcher l'infiltration dans les sols, etc. et le mécanisme normal d'infiltration. Et quand on augmente cette imperméabilisation, on fait circuler beaucoup de sédiments. On fait arriver plus rapidement en fait les sédiments qui vont être chargés de polluants. Hein. Donc, on peut penser aux polluants agricoles, par exemple, les terres agricoles qui vont ruisseler, qui vont être chargées de pesticides, de nitrates, etc. et qui vont arriver directement dans la mangrove. Donc ça, c'est aussi une problématique importante. Et puis, de manière générale, toutes les activités anthropiques, donc toutes les activités humaines, ont un impact sur la mangrove et les écosystèmes associés. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Alors, je crois que... à ce propos, Gaël, on a la question d'un internaute qui s'interroge sur le centre commercial de Génipa. Bonne question. Voilà, est-ce qu'il y a eu des compensations du centre par rapport à la destruction de mangroves qui a été induite par cette construction? Je sais qu'il y a eu des procès intentés, je me souviens. Si tu peux nous en dire un peu. Ouais, c'est réglementaire, je vais laisser Marie-Michel parce que je veux bien dire des choses, mais j'ai eu peur de dire des bêtises. Non, mais tu pourras compléter aussi parce que c'est un sujet effectivement assez complexe parce que, alors de mémoire, parce que je n'ai pas non plus une très bonne mémoire, je me souviens qu'à l'époque, on n'avait pas encore la définition de ce qu'était qu'une zone humide et qu'il était compliqué juridiquement de prouver qu'il y avait destruction de zone humide. Je crois qu'il y avait ce problème juridique-là. Et il me semble que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu confirmer qu'il s'agissait d'une destruction de zone humide à l'époque. Et l'autre concernant les mesures compensatoires, je ne me souviens pas qu'il y en ait eu. Alors peut-être que j'ai dit des bêtises, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que malgré effectivement le long procès qu'il y a eu, je crois qu'il n'y a pas eu c'est quand même le pétitionnaire qui a eu gain de cause puisqu'il a obtenu son autorisation. Donc le permis qui avait été déposé n'a pas pu être annulé. Donc, il a pu aller jusqu'au bout de son opération. Mais juridiquement, je crois qu'à l'époque, c'était vraiment une problématique de zone humide. Est-ce qu'on était en zone humide ou pas? Est-ce qu'on détruisait une zone humide ou pas? Il me semble que c'était plutôt ce sujet sémantique. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait des mesures compensatoires qui étaient prévues, dont je crois, il faudra vérifier auprès des services de l'État, mais qui n'ont pas vu le jour. Voilà, pour dire les choses. Donc après, effectivement, je pense que la question, si je peux me permettre une interprétation sous-jacente, effectivement, les usagers doivent pouvoir se saisir des outils juridiques qui existent. Donc, tout à l'heure, je parlais d'usage, doivent pouvoir rendre opposable, et il y a des procédures pour ça, aller voir le maire qui donne une autorisation, aller voir les services de l'État. Et bon, je pense que pour le coup, la Sopamar prend vraiment ça à leur charge de manière très sérieuse. Mais Génipa, c'est un exemple emblématique de ce qu'on a pas su faire pour protéger la mangrove. Ça, c'est vrai que le niveau de protection, le ZAJ n'était pas aussi... le ZAJ, d'ailleurs, n'avait pas de niveau de protection sur la mangrove à cette époque. A priori, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se reproduire, justement, quand on fait des installations de ce type... et qui viennent chercher des procédures loi sur l'eau, le ZAJ doit pouvoir bloquer ce type de construction. Bon, maintenant, il y a la loi, il y a l'application de la loi, et là, je renvoie au service de police de l'État. Alors, je vais continuer. Alors, il y avait une question quand même sur le comblement prévu de la zone humide du côté de Rivière-Salée. Alors, bon, c'est pas... Enfin, du côté de Rivière-Salée, en ce moment, ils sont en train de faire beaucoup de travaux pour le drainage en fait, de la rivière du point de vue du traitement des inondations. Alors, je ne sais pas si c'est ce dont la personne parle. Là, elle fait référence à un centre commercial qui devrait émerger, mais pour moi, les travaux qui sont à Rivière-Salée sont vraiment en lien avec la gestion des inondations. Oui, on a vu clairement un comblement, je lis en direct. Alors, tous les travaux, ils ont été autorisés par les services de l'État. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, si je peux me permettre de compléter aussi, c'est le constat que j'ai fait, j'y suis allée d'ailleurs cette semaine. Je suis effectivement au courant de cette problématique d'inondation et
effectivement de travaux de dragage, on va dire, de lit de la rivière, et pas que celle-là d'ailleurs, juste à Rivière-Salée, pour régler ce problème d'inondation. Mais c'est vrai que j'avais quand même constaté qu'ils étaient allés fort au niveau de la ripisylve, au niveau des berges, parce que l'idée, je crois que c'est les travaux menés, il me semble, par la CTM, à vérifier, c'est l'idée, effectivement, c'était d'élargir le lit de la rivière, et de creuser pour enlever les sédiments, et puis des embâcles aussi de bambou, etc. Mais effectivement, en allant sur le terrain, j'ai vu qu'ils avaient pas mal ouvert et pas mal arraché. Voilà, ça m'a interpellée également. Et voilà, il y a des demandes de renseignements, des demandes de renseignements qui sont en cours pour comprendre pourquoi ça va aussi loin. Voilà, parce que j'ai pas eu toutes les informations en amont. Mais j'avoue que ça m'a interpellée. Alors, je crois qu'on était encore sur les menaces. La diapo suivante. Ah non, on passe sur les mangroves insolites. Alors, je ne sais pas si j'ai fini de passer en revue toutes les pressions et les menaces sur les mangroves. De manière générale, si vous voulez vous intéresser davantage à ces sujets, je vous redis les différentes études qu'on a faites, qu'elles soient de type technique, sciences humaines et sociales, économiques. On passe vraiment en revue à la fois les pressions qui sont subies et les solutions qui sont apportées. Du coup, sur mangrove insolite. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui. Alors, les mangroves insolites, nous avons tous pu observer l'été, enfin, disons en juillet dernier, ce phénomène qu'on a appelé mangrove. Et en fait, on a voulu en reparler ici aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un aspect d'abord très esthétique et très particulier. Mais il faut savoir que c'est un phénomène récurrent. On l'a particulièrement vu en 2020 parce qu'il y avait, on va dire, un panel de facteurs qui s'était vraiment aligné et qui a renforcé ce phénomène. Mais c'est un phénomène récurrent et qui n'est pas irréversible, puisque cette mangrove ensuite revient à sa normalité. Alors, de quoi il s'agit? Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un marigot qui est situé donc au Diamant, hein, entre la Taupinière et Aubillane. C'est un petit marigot. Qu'est-ce que c'est un marigot? Ce sont des petits étangs. C'est vraiment caractéristique des îles caribéennes. Il y en a vraiment sur plusieurs îles, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc. Ce sont des petites surfaces qui sont bordées de mangroves et qui ont une partie en eau, puis une partie sèche pendant le carême. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a eu finalement cette couleur rose au milieu du vert? C'est un alignement de facteurs. Comme je le disais tout à l'heure, je vais passer à la diapo suivante. Il y a eu en fait, en cette saison, on sortait du confinement, pour ceux qui se rappellent, et il y a eu un trimestre extrêmement sec. On sait qu'au Diamant, il a plu par exemple 5 mm. C'est un record de pluie, de pluie minimum. Il n'y avait pas eu cette quantité d'eau 40 ans avant. Donc, cette combinaison de facteurs de pluviométrie basse, de température haute, et aussi, on a eu une particularité, c'est que pendant cette période, on a eu un rayonnement particulièrement fort qui était lié d'abord au fait qu'il y avait très peu de brume des sables, très peu de particules dans l'atmosphère, ce qui fait que le rayonnement a été particulièrement fort. Tous ces facteurs ont fait que, et il s'est développé un bloom algal. Donc, qu'est-ce que c'est un bloom algal? C'est le développement très fort d'une algue, et en l'occurrence, c'est l'algue Dunaliella salina, parce que souvent, en fait, ce phénomène rose, il a été commenté sur plusieurs médias où il y a eu des suppositions, etc. Donc, l'année dernière, nous sommes partis prélever de l'eau, vraiment aller observer au microscope pour préciser en fait les choses, et on a bien montré qu'il s'agissait de ce bloom algal Dunaliella salina. Alors, c'est une petite algue, on la voit au microscope avec un schéma. C'est une algue unicellulaire qui est composée, comme souvent les organismes photosynthétiques, avec différents composants cellulaires, dont un chloroplaste. C'est une vacuole qui va être le cœur de la photosynthèse. Alors, je rappelle que la photosynthèse, c'est le processus par lequel les plantes transforment les nutriments qu'ils puisent dans le sol avec l'énergie du soleil, et puis
puis en faire la biomasse, ce qu'on appelle vraiment la matière. C'est en ce sens que les végétaux sont complètement indispensables à la vie, parce que quand on dit, pour revenir finalement, par exemple, à des notions de changement climatique, quand on dit puits de carbone, généralement, les gens se disent puits de carbone, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire que la végétation, les arbres et par exemple les microalgues sont capables de fixer le carbone, d'en construire de la matière grâce à de l'eau, des nutriments et de la lumière. C'est quand même assez magique. Je veux dire que c'est une usine absolument fantastique. Et bien cette photosynthèse, donc elle a lieu dans petite partie de la cellule qui s'appelle donc le chloroplaste, et cette algue, elle en est pourvue. Qu'est-ce qui a fait cette couleur particulière? C'est que, j'ai rappelé, donc le contexte climatique a fait que les conditions du milieu ont changé. L'eau, elle s'est réchauffée, on avait des eaux chaudes. La salinité, donc, a augmenté très, 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 très fortement. Et le pH aussi est passé à 9. C'est-à-dire que normalement, on a un pH 7-8, mais là, il est passé très haut. Et bien, ces conditions ont fait que il y a eu cette algue qui a été plus favorisée que les autres, et donc elle s'est surdéveloppée. Il y a eu aussi un abaissement de l'azote, en fait, donc de ce milieu. Donc finalement, il y avait très peu d'organismes qui arrivaient à survivre à ce moment-là. Mais cette algue-là, elle s'est développée. Alors, si vous avez bien écouté, je vous ai parlé d'algues vertes, et puis là, je vous dis que la mangrove, elle est rose. Alors, quel est le lien? Et bien, c'est qu'en fait, ces algues vertes, qui sont bien des algues vertes parce qu'elles font de la photosynthèse, elles contiennent à l'intérieur notre métabolite, notre petite partie de cellule qui, quand il y a une diminution, on va dire, de l'azote, surtout une augmentation de la salinité, ça a été prouvé, elle fabrique encore plus du bêta-carotène. Bêta-carotène, carotte, couleur, c'est cette, on va dire, cette molécule qui va donner cette teinte. Et alors, le phénomène, il est double. C'est-à-dire que non seulement le bloom algae va faire qu'il y a beaucoup de ces algues qui vont se développer, et en plus il y a de la salinité, plus chaque algue, chaque individu va surfabriquer du bêta-carotène. Donc, vous voyez, donc, plus il y a d'algues, plus il y a de bêta-carotène, finalement. Et donc, l'eau prend une teinte rosâtre, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas de l'eau claire à la base, hein, donc il y a des effets de lumière ensuite qui vont se modifier. On a une eau quand même de couleur toujours un peu turbide dans les marigots. Donc, l'atmosphère, la pluviométrie, le changement un petit peu, le fait qu'on a été en confinement peut-être a accentué cette année ce phénomène, nous a donné l'occasion à M. Juel d'ailleurs de tirer des magnifiques clichés qui ont aussi gagné le prix cette année Mangrove Act Project prix de photographie. Voilà donc ce qui explique cet état. Une fois que les pluies reviennent, la salinité va diminuer, ces algues-là vont aussi, on va dire, la population de ces algues va s'effondrer, et puis la couleur va redevenir à la normale. Alors, pour terminer, ce n'est pas un phénomène qu'on observe seulement sur cet étang sur ce petit marigot de Homulan, hein, on l'observe dans d'autres endroits, au Sénégal, etc. Il y a d'autres endroits où on a ces teintes un peu comme ça rosâtres. Voilà, pour expliquer ce phénomène mangrove. Alors, j'invite tous les curieux de la nature, c'est-à-dire que quand nous avons écrit aussi et mis en avant cet article, alors je peux vous dire que le pôle relais zones humides, par exemple, et donc le Conservatoire du littoral, ont tout un panel de sites sur Internet en 3D. Vous pouvez visiter la mangrove, les mares, etc. Et aussi la mangrove. Vous pouvez cliquer et vous pouvez visiter en 3D la mangrove. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en lien avec cette observation et cette mode d'Instagrammeur. Et je vais vraiment le dire, c'est que si ça se reproduit cet été, j'invite tout le monde à ne pas se ruer sur cet étang, sur ce marigot, et à piétiner et les crabes et les yuccas. Le petit yucca, c'est celui qu'on voit sur la photo. Et puis faire très attention aussi aux pneumatophores, parce que je vois beaucoup de gens qui marchent indéfiniment sur ces racines. Je rappelle, c'est comme si on marchait sur les poumons. Bon, voilà. Donc vraiment, alors j'invite et les organismes publics qui font de la gestion, et surtout j'invite aussi à la citoyenneté et au civisme de chacun, évidemment aller observer la nature tout en étant respectueux, ne pas se mettre à se baigner avec des maillots à paillettes dans un marigot pour faire une belle photo Instagram, hein, ça n'a pas de sens. Je dis à paillettes, pourquoi? Parce que les paillettes, c'est catastrophique au niveau de l'impact que ça peut avoir, parce que ce sont déjà des petites parties de plastique, hein, donc voilà, c'était le côté aussi pepper up. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est magnifique. Photographie, on va dire, ces magnifiques instants que nous propose la nature, il faut savoir en profiter, aller les regarder
tout en étant respectueux. Ça serait dommage de devoir à mettre partout des jolis, on va dire, vous voyez, comme au cinéma, les bandeaux rouges, ne pas dépasser la ligne, etc. Bon, il faudrait que ça vienne de chacun. Voilà, pour en terminer avec ce phénomène de mangrove, donc, qui sûrement va se reproduire si on a un carême très sec cette année. Je me suis permise de mettre en ligne le guide juridique de l'UICN de protection des zones humides, parce que déjà, il est très, très bien fait. Vu qu'il y a eu pas mal de questions, en fait, du point de vue législatif, donc tout est concentré dans ce guide. Et il y a une question sur le réchauffement climatique, effectivement, je ne l'ai pas abordé, mais c'est très important. Merci pour cette question. Le réchauffement climatique, évidemment, accentue toutes les problématiques environnementales. Mais la question, c'était est-ce que le réchauffement climatique peut-il… je n'arrive pas à retrouver la question. Peut-il… Alors, ça va accentuer le problème, mais en vérité, j'ai envie de dire que ce qu'on doit plus craindre pour la qualité de la mangrove, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est d'abord l'action de l'homme. Parce que la mangrove et la nature, de manière générale, est résiliente et elle s'adaptera au changement climatique. Il va y avoir une évolution naturelle qui va se mettre en place, mais en vérité, c'est plutôt l'activité de l'homme qu'il faut réguler pour diminuer cet impact de changement climatique. Et puis moi, je prends le relais pour répondre à la question sur le territoire de Trinité. Il y a un mangle jaune, donc appelé mangle médaille. Alors là, je me permets de faire une petite aparté. Alors, il existe un mangle jaune, effectivement, qui s'appelle Symphonia globulifera. C'est un mangle qui se développe dans les zones évidemment humides, mais d'eau douce. Et à Trinité, effectivement, il existe ce qu'on appelle les mangroves lacustres. Mais en fait, du coup, comment dire, ça pose un peu une confusion. C'est-à-dire qu'on a effectivement des forêts lacustres d'eau douce, au galion notamment. Il y en a d'autres, Vierge, Pointe de la Vierge, Font-Sérémaux, etc. Il y a d'autres endroits où on a des petites reliques de ces forêts lacustres. Quelle est la différence principale avec une mangrove? C'est surtout lié dans la salinité. Donc, on a au Galion une forêt qui est composée essentiellement de mangles médailles, Pterocarpus officinalis, qui est la différence avec les autres mangroves qui sont composées de palétuviers. Et cette forêt lacustre a un mangle médaille, on entend mangle, mais ce n'est pas une mangrove, c'est une forêt lacustre. Donc j'insiste vraiment parce que la fonctionnalité, le rôle va être différent et le rôle de nurserie et d'abri d'espèces et de biodiversité est différent. On ne va pas retrouver tout à fait les mêmes espèces. C'est très important de comprendre que ces deux écosystèmes sont en lien. À l'époque, il devait y avoir beaucoup plus d'étendues de forêts lacustres que ce qu'on en reste aujourd'hui parce que malheureusement, elles sont situées souvent en arrière mangrove et donc ce sont les zones où on habite, où on a construit les routes, etc. Donc, pour répondre à la question, il y avait des travaux de construction de routes. Il y a effectivement une route qui passe à travers cette forêt lacustre qui malheureusement va impacter les échanges entre les deux parties au niveau de l'hydrologie. Et c'est vrai que ça pose un souci. Des études ont été menées d'ailleurs en 2012 dans le cadre de la mise en place du contrat de rivière mené par le Galion, par Cap Nord. Et donc, ça a été clairement montré, il faut essayer de reconnecter ces deux parties de forêt lacustre.